On se retrouve pour la deuxième partie d'une semaine dans le monde avec à mes côtés cette semaine Patricia Alémonière, grand reporter, rédactrice en chef du service Monde à TF1. Merci à nouveau d'être avec nous. Face à vous, Christine Cardellan, directrice de la rédaction de l'Usine Nouvelle et l'Usine Digitale. Isis Asco-Beretta, chargée de projet à Cartooning for Peace. Je rappelle, comme chaque semaine, c'est l'association fondée par Plantu et Kofi Annan pour défendre la liberté de la presse et des dessinateurs de presse dans le monde. Et enfin, Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Alors, on revenait tous ensemble sur la surprise de la semaine, l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis. On va s'intéresser aussi à ses projets, ou du moins ce que l'on en sait, puisque lui-même l'avait dit, je veux être imprévisible. C'est ce qu'il avait lancé lors de son unique discours de politique étrangère en avril, quand on entend promettre la fin de Daesh en l'espace d'un mois en vertu d'un plan secret. Le secret, c'est qu'il n'a sans doute pas de plan. Ou bien a-t-il déjà le doigt sur le bouton nucléaire? Est-ce qu'on n'est pas en droit de s'inquiéter, Christine Cardellan? Non, je ne pense pas quand même qu'il ait déjà le doigt sur le bouton nucléaire. Je crois que ça fait partie des rodomontades qui nous a servi pendant toute la campagne. Cela dit, il va sûrement impulser des changements, par exemple vis-à-vis de l'OTAN. Enfin, il veut que les Européens payent davantage, financent davantage l'OTAN. Et il y a peut-être un point, tout à l'heure vous disiez que François Hollande avait discuté avec lui pendant 7 ou 8 minutes. Il y a peut-être un point sur lequel ils peuvent s'entendre, c'est que lui va pousser à ce que l'Europe assure elle-même sa défense, ou un peu plus sa défense. Et de ce point de vue-là, évidemment, la France va peut-être pouvoir enfin faire passer l'acceptation de ces dépenses militaires financées par d'autres, par l'Europe. Sauf que Patricia Alémonière, la France, l'Europe de la défense maintenant, c'est seulement la France et plus le Royaume-Uni après le Brexit. Est-ce que la France a les moyens aujourd'hui de permettre à l'Europe finalement de jouer ce rôle et de se passer peut-être du parapluie américain? Je crois que dans l'état actuel des finances européennes, on ne peut pas se passer du parapluie américain ni du financement. Alors l'idée que la France fasse financer une partie de ses efforts de guerre au Proche-Orient, en Afrique, par les Européens est magnifique, mais je pense que c'est très peu réalisable vu le peu d'enthousiasme qu'ont nos partenaires à participer à intervenir sur tous ces champs de bataille. Ce qui m'intéresse, moi, dans ces déclarations, effectivement, c'est qu'elles impliquent... Va-t-il aller vers ce rapprochement, par exemple, avec Moscou? Il n'a cessé de le dire. Les deux hommes ont des tas de points en commun, mais en même temps, avoir trop de points en commun, parfois, c'est très différent. Effectivement, si on assiste, mais à reset complètement de la politique américaine, c'est pas non plus possible comme ça, en un clin d'œil. Donc, on peut avoir de grandes évolutions. En tout cas, il est certain qu'il veut se désengager ou payer moins, parce que son problème, c'est financier. Donc, il veut que l'Amérique finance moins de choses. Il veut aussi faire financer cette guerre, finalement, au Proche-Orient, plus par les Russes, peut-être que même par les Américains. Donc, je pense qu'on va avoir, sur le plan international, des changements. Peut-être va-t-il aussi se montrer rassurant dans un premier temps. Il ne faut pas oublier qu'il était très dur avec l'Allemagne, avec la France. Il a dit que la France n'était plus la France. Il a dit que l'Allemagne s'était infestée de terroristes, que nous, on acceptait n'importe qui sur notre territoire et que, grosso modo, il allait interdire pratiquement aux Français de venir aux États-Unis. Donc, il est allé très loin dans ses critiques. Je pense que maintenant, il se montre apaisant. Mais ça, c'est du discours. Qu'en sera-t-il dans la réalité? Oui, Ziad Limam, il faut s'attendre à quoi? Est-ce que l'Amérique va s'engager davantage, par exemple, en Syrie? Est-ce qu'on va voir des soldats au sol? Ou est-ce qu'au contraire, ça va être la répartition, on s'occupe de l'Irak et on demande à la Russie de gérer la situation syrienne? Je me demande quand même cette histoire russo-américaine, la love story qui a eu lieu pendant la campagne, ça c'est très clair. Pendant la campagne, les Russes avaient décidé de faire tout ce qu'ils pouvaient pour flinguer une candidature Clinton. Oui, Julian Assange aussi d'ailleurs. Oui, donc il y avait quand même beaucoup de gens qui ne voulaient pas d'elle. Le monde arabe ne voulait pas d'elle. Enfin, si on fait un petit sondage dans le monde entier, ce n'était pas forcément le candidat le plus populaire. Ce qui est intéressant quand même dans notre perception aussi des choses. Moi, je pense que les Russes et les Américains ont des intérêts stratégiques qui sont quand même assez différents les uns des autres et qu'à un moment ou à un autre, on a beau se faire des bisous parce qu'on est des strong leaders, populistes et tout, à un moment, ça va frotter, ça va toucher. Et l'avantage de l'Amérique, encore une fois, c'est que c'est un système. C'est un système qui est cohérent. Donc, il y a le Pentagone, ça pèse lourd. On ne peut pas prendre des décisions contre les militaires d'une manière sans contrôle. Il y a un Congrès qui pèse lourd, qui surveille. Il y a des médias qui, en plus, ont peut-être un compte à régler maintenant avec ce monsieur. Donc, il va être dans un espèce de prisme qui va quand même jouer. La deuxième chose, c'est qu'on voit des signes. Par exemple, Duterte qui voulait quitter pratiquement aux Philippines du jour au lendemain son alliance avec
avec les États-Unis, d'un seul coup, Duterte dit « Ah, mais c'est génial, on a quelqu'un qui nous ressemble. En plus, j'ai un copain qui fait des affaires avec lui. » Il va y avoir ça aussi, parce que c'est un homme d'affaires, donc il a des copains, il a des potes avec qui il a fait de l'argent, il a des boîtes. Il a des boîtes qui sont fatiguées. Ça peut jouer aussi dans sa perception de ce regard sur le monde. Fethullah Gülen a du souci à se faire. Il peut être envoyé chez Erdogan demain. Enfin, je ne connais pas ce dossier à ce point-là, mais encore une fois, il y a une justice, il y a des tribunaux. Même si les tribunaux, il y a de plus en plus de juges de droite aux États-Unis, mais quand même, c'est des institutions qui fonctionnent. Et je ne pense pas, et c'est ce qui fait d'ailleurs notre force, ces démocraties ont des institutions assez puissantes qui peuvent survivre peut-être à quelqu'un comme ça. Mais encore une fois, peut-être qu'il va basculer à 90 degrés, faire du Ronald Reagan, une espèce d'atlantisme musclé. C'est un point d'interrogation. On n'en sait rien. Le problème est là. C'est que, je ne sais pas qui peut prédire quoi que ce soit à 3 semaines ou à 1 mois, enfin, le temps qu'il arrive. Oui. Mais quand on lit, par exemple, le rapport sur le 11 septembre et les semaines qui ont précédé, les mois, les années qui ont précédé le 11 septembre, le nombre de fois, par exemple, où Bill Clinton a eu à décider lui-même de la mort d'individus à l'étranger, bon, on voit quand même que le président américain, il a un poids malgré tout. Hein. Mais Obama a décidé aussi toute la politique derrière sur les drones. Hein, Barack Obama a utilisé les drones pendant 8 ans. Voilà. Mais ce qui est intéressant là dans ce cas, c'est que celui qu'on dit aujourd'hui qui pourrait être son secrétaire d'État, en grosso modo son ministre des Affaires étrangères, c'est Newt Gingrich. Cet homme-là est très interventionniste, lui, au contraire, à l'inverse de lui qui se prétend non interventionniste. Donc il y a beaucoup de contradictions, même dans ses proches. Avec Mike Pence, sur le rapport avec la Russie et les bombardements à Alep, il y a eu quand même de la friture sur la ligne. Le général Flynn, et lui, par contre, très pro-russe. Donc, il est entouré de plusieurs personnages qui ont des points de vue radicalement opposés. Donc, on ne sait pas comment tout ça va se passer à la fin. Un dernier... Oui, Christine. En revanche, il y a peut-être une personne qui a des soucis à se faire, c'est Snowden. Il est en Russie. Si la Russie s'entend aussi bien avec les États-Unis, il peut être extradé. Et s'il arrive aux États-Unis, il peut être exécuté. Bon, tout ça paraît très noir et je ne pense pas que ça se passera comme ça. Et lui n'a pas l'air si inquiet que ça. Mais quand même, ça peut être un bon test de cette espèce de nouvelle amitié. J'ai une question, un doute sur ce que va faire Barack Obama après. Je pense que c'est un homme jeune, qui l'a quand même là, qui a quand même vécu un échec parce qu'il s'est fortement impliqué dans la campagne. Et je ne suis pas sûr que là aussi, on ne soit pas surpris par une évolution du comportement de quelqu'un. Vous savez que les anciens présidents sont censés se mettre en retraite. C'est écrit nulle part. Hein. C'est une coutume. Donc je ne serais pas exclu que ce monsieur essaye de faire vivre ses idées d'une certaine manière et de manière assez publique. Oui, parce que de tous les projets de Trump, finalement, le plus probable, c'est quand même la suppression de l'Obamacare, non ? Oui, mais là aussi, il va falloir démanteler. L'accord de Paris, c'est un accord signé. Ça justement, aussi, alors voilà, c'était la dernière question concernant Donald Trump. Faut-il craindre justement de voir l'accord chèrement négocié à Paris demain exploser en vol ? Ce qui est sûr, c'est que son programme, s'il le respecte, le quota américain va exploser en vol. C'est-à-dire ce qu'ils ont signé, ils ne pourront pas le tenir parce qu'il a dit énergie fossile. Charbon, pétrole, etc. Donc bon, là, il y a une contradiction, mais encore une fois, si les grands États décident, eux, d'avoir leur propre politique environnementale qui soit proche des critères de l'accord de Paris, qu'est-ce qui pourra... Oui, bien sûr, ils vont faire du fracking. On ne pourra pas empêcher l'Oklahoma ou l'Ohio demain de reprendre le gaz de schiste. Exactement. Au contraire. Et Keystone XL, c'est fait, le fameux pipeline. Et si les États-Unis ne respectent pas, la Chine ne respectera pas non plus. Et l'Inde ? Enfin, tout, c'est l'ouverture à... Voilà. Et le projet de pipeline, de l'Alaska vers les États-Unis, lui, il est quasiment signé. Sauf que les Chinois et les Indiens ne respirent plus. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un problème, ils ont un problème à court terme, qui est dans leur vie quotidienne maintenant. Beaucoup de choses, ça fait beaucoup de sujets pour les dessinateurs. Isis Ascoberetta, on a attendu malheureusement 40 minutes, une demi-heure avant de nous faire intervenir, mais il faut dire qu'il y a de la matière. Hein. Oui, nous avons reçu beaucoup des dessins. Comme vous savez, les dessinateurs suivent depuis des mois l'élection américaine. Donc voilà, un premier dessin des Ed Hall, dessinateurs américains. Voilà, un dessin qui explique très bien les sentiments qu'ils ont eus au réveil. C'est Journée des deuils aux États-Unis. Et on voit ce soleil qui contraste justement avec cette journée de deuil, avec les traits de Donald Trump tout souriant et cette population qui est devant un peu aussi contrariée. On voit ces personnages qui s'exclament
Voilà, je vous laisse traduire. Cet autre dessin des Baudet, des sénateurs canadiens. Voilà, est-ce qu'on entre aussi dans cette période d'obscurantisme? On voit le fond du dessin tout noir et on voit c'est Donald Trump qui vient d'éteindre la flamme de la Statue de la Liberté. Un autre dessin des Kroll, des sénateurs belges, un dessin publié dans Le Soir. Voilà le combat des box. On voit pas Hillary Clinton sur les rings, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit Donald Trump qui n'a aucune égratignure, aucun bleu. Et on voit Uncle Sam qui demande c'est lui-ci, vraiment, vraiment, vraiment. Et on voit une réponse à la Trump, on pourrait croire qu'il aurait dit ça. Alors l'Amérique, on baisse. Et cet autre dessin des Glé, dessinateurs du Burkina Faso, lui, il est revenu justement à ce qu'on disait tout à l'heure sur les sondages qui donnaient gagnante. Voilà, l'effet surprise. On voit Hillary Clinton qui part toute tranquille parce qu'elle pense qu'elle a enfoncé l'épée sur Donald Trump et qui est représenté avec des traits des dragons. Et lui qui s'exclame même pas touché. Cet autre dessin des Moran, dessinateurs des États-Unis, un dessin publié dans Miami Herald. Et lui, il est revenu justement quelques jours après les élections sur cette histoire des emails qui a été sorti un peu de nulle part à nouveau par les FBI. Et on voit ces deux hommes du FBI, l'un qui dit « Nous attrapons toujours notre homme » et l'autre, bien sûr, qui tient sa petite pancarte qui dit « Trump a gagné ». Cet autre dessin des Machado, dessinateurs brésiliens. On voit l'arrivée triomphale de Donald Trump à la Maison-Blanche dans son 4x4 avec son petit sticker de « I love Putin » sur le pare-brise. Et si on regarde bien les pneus, on voit tous les différents membres des communautés qu'il a attaqués pendant toute sa campagne. On voit un Mexicain avec son sombrero, les briques, la pelle pour construire ses murs. Ouais. Un musulman, quelqu'un de la communauté afro-américaine, une femme, et si on zoome bien, on voit qu'il y a même aussi un préservatif. Cet autre dessin des Chapat, dessinateurs suisses, un dessin publié dans The New York Times. Voilà, là, on est déjà dans le moment de Trump comme président, et on voit qu'il a deux boutons devant lui pour tweeter, ou celui qui est un peu plus effrayant. Il récupère au passage 11 millions de followers, voilà. De POTUS. Bon, et sinon, ce sera la bombe nucléaire. Donc, on se demande lesquels de deux il va utiliser d'abord. On voit ces personnages de l'état-major aussi qui est un peu effrayé, le voyant. Et cet autre dessin des Lectres, dessinateur belge, un dessin publié dans Des Standards. Alors, c'est un dessin qu'il a fait après les résultats des élections, mais qui présente bien ce qui a été la réaction de certains Américains en découvrant les résultats. Donc, les gens qui faisaient la queue pour aller voter, et il y en a un qui dit « Si vous croyez que la file d'attente est longue, attendez de voir demain quand vous voudrez émigrer ailleurs. » Parce qu'on sait que, d'après Google, beaucoup d'Américains sont allés complètement... directement sur Google pour chercher comment on fait pour immigrer au Canada, au Mexique. Et voilà, un autre dessin, justement sur l'influence de la politique américaine dans le monde, c'est le dessin des Gros, un dessin publié dans Marianne. Et on voit ces deux petits personnages qui disent... Je ne vois pas bien en quoi ça nous concerne. Et bien sûr, on a cette énorme figure de Trump derrière qui nous rappelle l'influence qu'a la politique américaine. Et un autre dessin des Gado, dessinateur kenyan. Là, on a la Terre, le Monde, pardon, qui vient voir le médecin, le médecin démocratie, vient consulter parce qu'il a une excroissance justement au niveau de l'Amérique. On devine la tête de Trump. Et voilà les diagnostics du médecin qui n'est pas très, très encourageant. Pour l'instant, il n'y a rien que je puisse faire pour vous. Pour votre tumeur, on devra attendre 4 ans et on verra. Et cet autre dessin des Savir Nassar, un dessinateur du Pakistan, un dessin publié dans Kegel Cartoons. Et là, on voit un Trump, un peintre, qui s'exclame, bien sûr, « Je rendrai l'Amérique à sa grandeur ». Et on voit bien la carte des États-Unis qui est dessinée avec la forme de l'éléphant des républicains. Et si vous regardez bien tous les autres pays de la carte, les autres continents, ils ont déjà tous des taches de camouflage militaire. Donc peut-être une annonce des guerres à venir.
Et pour finir, un dessin des Rodriguez, un dessinateur mexicain, parce qu'on a beaucoup parlé justement du mur qu'il souhaiterait construire au long de la frontière avec le Mexique, et qui a été un des grands projets de sa campagne. Et bien sûr que c'est les Mexicains qui vont payer pour le mur. Et donc on voit ces Mexicains qui est complètement effrayé parce que voilà, il a découvert que Trump, qui est un vampire, a retiré le pieu qui lui avait enfoncé. Voilà, bah oui. On va. C'est joyeux. On n'aura pas vraiment le temps de parler de Raqqa. Bon, c'était un peu la surprise, il faut le dire, de la semaine, avec bien sûr l'élection de Donald Trump. Enfin, c'était plutôt la surprise du week-end avec donc cette offensive des forces kurdes et arabes donc sur cette ville capitale autoproclamée de l'État islamique en Syrie. Mais on va parler du 13 novembre, puisque c'est dimanche, donc l'anniversaire. On va commémorer ce premier anniversaire de l'attentat du Bataclan et des attaques de terrasse dans Paris. Avant, il y aura le concert de Sting, c'est ce samedi, qui vient inaugurer la salle après une fermeture d'un an. On va peut-être voir justement tout de suite les dessins, si vous en avez, Isis, parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses sur le... Bien sûr, de dessins qui datent déjà de l'année dernière, pour nous remémorer un peu cette période. Oui, c'était des dessins qu'on avait reçus le lendemain des attentats du 13 novembre. Donc, ces premiers dessins qui avaient été faits par Plantu, justement, qui avait mis la façade du Bataclan et aussi ces couples qui étaient déjà sur les terrasses des cafés à Paris en train de tranquer, et un peu pour nous donner le moral. Et on voit un hommage à la musique et aux victimes du Bataclan, mais surtout le message, la culture sera la plus forte. Cet autre dessin des Boligan, dessinateur mexicain, lui, il a rendu aussi hommage aux victimes des attentats du 13 novembre avec ces bouquets de fleurs avec la forme de la tour Eiffel. Cet autre dessin d'Osama Hajjaj, c'est un dessin qu'on avait beaucoup aimé à cette époque-là. C'est un dessinateur jordanien. Voilà, lui, il a aussi témoigné son soutien à Paris, aux victimes des attentats, avec cette Marianne qui est en train de pleurer. Et un dernier dessin des JO. Voilà, il a repris un djihadiste. La France l'a bien cherché et il nous explique pourquoi. On provoque. Après, faut pas s'étonner. Et voilà, ce sont les mots qui provoquent la colère chez les djihadistes. Liberté, égalité, fraternité. Voilà, et conséquences donc dans les mois qui ont suivi cette intervention, notamment en Syrie. On verra juste enfin les dessins sur Raqqa. Ziad Limam, on n'a évidemment rien oublié. On est encore dans cette période post-attentat aujourd'hui, un an après. Oui, on est... D'abord, on est émotionnellement dedans. Je pense que c'est pas si loin que ça. Et puis, il y en a eu d'autres. Et puis, il y a eu Nice. Donc, notre vie quotidienne est marquée par ces attaques, par celles qui peuvent venir. Et puis, il y a aussi l'effet médiatique en ce moment, parce qu'il y a des émissions, il y a des reportages sur les victimes, sur les héros, sur les sauveurs. Donc, on partage. Enfin, moi, je crois que les gens partagent vraiment, sincèrement et émotionnellement, ce qui s'est passé, les victimes, les gens. Et puis le combat est toujours là, et puis la menace est là. Il y a Nice entre-temps. Ouais. Donc on est dans cette période. Patricia Lémonière, on est dans cette période. Depuis, on a agi, on l'a dit, on est intervenu, on est entré en guerre directement sur le terrain. Est-ce que... pour beaucoup de gens, ça reste assez abstrait, finalement, le lien entre ces attentats et mener la guerre sur le terrain. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que, finalement, lutter contre les attentats, c'est aller, notamment en Syrie, bombarder? Je crois qu'effectivement, peut-être pour le grand public, il y a un écart entre ce qu'ils ressentent dans leur chair, la peur qu'ils peuvent avoir parfois, et puis ce qui se passe à Mossoul ou ce qui se passe en Syrie. En revanche, pour nos policiers, pour les hommes qui sont chargés de la protection du territoire, il n'y a pas d'écart. Je veux dire, là, pour l'instant, la grande question que tous se posent, c'est tous ces djihadistes, tous ces gens qui sont partis et qui vont fuir Mossoul et qui vont fuir Raqqa, parce que sur le terrain, il y a un rouleau compresseur qui avancera plus ou moins vite, mais il avancera. Ils vont rentrer. Ils vont rentrer avec quelle volonté? Donc, les enfants qui ont été formés, entraînés au maniement des armes, ils vont rentrer aussi avec quelle volonté? Donc, c'est la grande question qu'on se pose. C'est oui, on détruit l'État islamique sur place à Mossoul, on le fait reculer, mais quid de ces hommes, après, qui sont français pour certains? Oui, je voudrais aller dans le même sens que Patricia. En 1982, ça a été le premier attentat de Al-Qaïda au Yémen. 35 ans après,
c'est ça, 35 ans, Al-Qaïda existe toujours. Il y a toujours des attentats à Al-Qaïda. Donc, Daesh... oui, Daesh, on ne s'en débarrassera jamais. Même si les forces irakiennes reprennent Mossoul et les forces syriennes et kurdes reprennent Raqqa, effectivement, Daesh a essaimé déjà. Et donc là, on ne sortira jamais vraiment de cette période post-attentat. Il n'y a pas de solution dont on parlait militaire. tout à l'heure. Il n'y a pas de solution militaire définitive. Isis Ascoberetta, peut-être un ou deux dessins sur Raqqa et puis on enchaînera donc sur l'information vue d'Internet. Alors, un premier dessin Dan Siegert, dessinateur américain, un dessin publié dans The Rutland Herald. Alors, ça, c'est les titres du dessin, le autostoppeur. Et lui, il représente toujours le personnage de la guerre. Là, dans ces cas, c'est la guerre mondiale qui dit, voilà, je suis en route. Et voilà, sur le panneau, on voit toutes les villes qui ont été dernièrement un combat pour essayer de les récupérer des mains des Daesh. Et cet autre dessin des Lambres, dessin publié dans les Canards enchaînés. Donc voilà, Irak, premier village libéré des Daesh. Et la question, qu'est-ce qui va venir de tous ces gens qui avaient fui justement ces villes en combat? On voit cette femme avec son enfant qui dit « ça fait du bien de retrouver son chez-soi », bien sûr, avec une petite touche d'ironie. Merci beaucoup. L'actualité vue du net, c'est donc maintenant un œil sur les médias. Restez avec nous. Voilà l'actualité vue du net, un œil sur les médias avec Anthony Saint-Léger. Bonjour Anthony. Bonsoir à tous. On va revenir évidemment sur cette grosse surprise cette semaine, l'élection américaine, la pilule Trump, difficile à avaler. Beaucoup préfèrent déjà se projeter dans l'avenir. On est en 2016, d'autres regardent déjà vers 2020 du coup. Oui, 2020, c'est l'objectif, et avec un nom qui circule, celui de Michelle Obama, et ce hashtag Michelle Obama, Michelle 2020 plus précisément. Alors il y a cet internaute qui nous dit « Nous avons 4 ans, on y va ». C'est partisan d'Hillary Clinton qui estime que Michelle Obama sera la championne en 2020. Il y a aussi les partisans de Bernie Sanders, on le sait, le candidat malheureux à la primaire démocrate. Alors je ne sais pas si on va les voir, je pense qu'on les verra, les tweets en question. Alors beaucoup de soutien pour Michelle Obama donc en 2020, avec notamment cet internaute, voilà, on les voit, qui a même imaginé une future affiche de campagne, Michelle Overcome 2020. Il y a aussi des soutiens qui viennent au-delà des frontières. On a cette tweeto belge qui dit que le monde a besoin d'elle, ou encore cette autre internaute italienne, cette fois qui estime qu'il appelle à l'aide Michelle Obama, Michelle 2020. Alors, est-ce une hypothèse crédible ou farfelue? En tout cas, la principale intéressée a toujours nié qu'elle avait une visée politique. C'est ce que rappelait d'ailleurs Barack Obama en septembre dernier. Oui, mais on le sait, elle s'est souvent engagée aux côtés de son mari. On pense à la lutte contre l'obésité ou encore dans son combat pour l'éducation des jeunes filles. Et puis aussi, il y a quelque chose qui n'est pas négligeable en politique, c'est qu'elle a un capital sympathie très fort. Michelle Obama, une cote de popularité assez importante. Ça, c'était hier avec LeBron James à la Maison-Blanche. On va voir en image à quoi a été due cette photo. Eh bien, elle a répondu au Mannequin Challenge. Regardez, vous savez, ce sont ces challenges très diffusés et très courants sur les réseaux sociaux. On pense au Harlem Shake. Eh bien, il y a désormais le Mannequin Challenge où on voit, voilà, Michelle Obama en bonne compagnie, donc avec les Cleveland Cavaliers qui sont champions de NBA. Ça consiste à rester immobile. Ouais. Voilà, l'idée c'est de rester immobile, c'est un peu l'inverse du Harlem Shake. Il y en a partout. Ouais. Voilà, c'est devenu viral, on le sait, on pense à nos confrères d'ITélé par exemple qui en ont fait pour leur grève. Je pensais à nos téléspectateurs, si on se met à le faire, effectivement, vous allez perdre du temps. Là. En France, aussi, oui. En France, les propos de Jean-Pierre Pernaut, présentateur du 13h de TF1, qui provoque un certain nombre de réactions. Oui, il faut dire que la transition a été plutôt discutable, en tout cas maladroite, entre deux sujets. Le premier qui évoquait les associations qui venaient en aide aux sans-abri, et puis le second qui évoquait l'ouverture du camp de migrants, c'était jeudi à Paris. Regardez à quoi ça ressemble. Le quotidien des plus démunis. Voilà, plus de place pour les sans-abri, mais en même temps, les centres pour migrants continuent à ouvrir partout en France. Ouverture aujourd'hui d'un centre humanitaire. On en voit quelques images pour héberger 400 hommes porte de la Chapelle à Paris. La mairie prévoit de 50 à 80 arrivées par jour.
Alors derrière les propos de Jean-Pierre Pernaut, il y a l'idée sous-tendue que les migrants sont mieux traités que les SDF. Alors ça a été salué par certains internautes. C'est le cas de Morandi qui estime bien que c'est loin d'être une idée reçue, mais bien une réalité. C'est encore le cas de Simon Moyon qui estime bien que c'est le seul journaliste courageux de défendre les opinions. Ça a été bien évidemment salué par le Front National, on le sait, qui surfe sur cette rengaine, mais ça a été aussi dénoncé rapidement par la LICRA, bien évidemment, ou encore par d'autres internautes qui estiment que Jean-Pierre Pernaut n'est tout simplement pas dans son rôle. Il se doit, en tant que présentateur du 13h, qui on le sait très regardé, il se doit d'être impartial. Merci beaucoup, Anthony. C'est effectivement le journal le plus regardé de sa tranche. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été avec nous pour une semaine dans le monde. Restez avec nous tout de suite à un nouveau journal.